Buchenwald et Dora, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. C'est deux centres de concentration qui se trouvent dans l'est de l'Allemagne et on va célébrer là ce week-end. Ce week-end, je vous parle du 4, 5, 6, 7, 8 avril, les 80 ans de leur libération. Là, on est vendredi 4 avril, justement, il n'est pas encore 8 heures du matin et on s'apprête à prendre le bus pour y aller. Ça va être un long périple. On a jusqu'à 20 heures pour arriver vers Weimar dans l'est de l'Allemagne. Et là, on est en ce moment même, on est entré en Allemagne, ça fait plusieurs heures maintenant. On a encore, je crois, 4 heures de route. Et on va arriver à Weimar, c'est à côté de Buchenwald, où demain, on ira pour visiter le camp et apprendre ce qui s'est passé là-bas. Il y a plus de 50 nationalités qui sont passées. Des prisonniers politiques, des juifs, des tziganes, des homosexuels, des personnes qui étaient discriminées, pourchassées et persécutées par le régime nazi. Pourquoi j'ai ce badge là? Vous voyez, c'est l'association française Buchenwald, Dora et Commando. C'est en fait, il y a plusieurs semaines, j'ai rencontré Jean-Claude, qui est lui-même fils de déporté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de travailler au fait que les fils, les petits-enfants notamment de déportés, puissent avoir indemnisé leur voyage pour aller sur les lieux de commémoration, sur les lieux qui ont été les anciens camps de concentration, comme ceux de Buchenwald et de Dora où on va. Et en fait, Jean-Claude, il m'a dit, mais nous, on organise un voyage avec l'association annuelle, et là, ça va être les 80 ans de la libération du camp. Et je me suis dit, c'est quand même une page d'histoire importante. Il se trouve que moi, en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que Buchenwald, en plus, a cette particularité que c'est un camp qui s'est libéré lui-même, en fait, de l'oppression des nazis, juste un peu avant que les soviétiques arrivent. On est arrivé sur le site de Buchenwald et là ce que vous voyez derrière moi, les grandes maisons jaunes, ou plutôt les grands immeubles jaunes, en fait c'est les anciennes casernes des SS, c'est-à-dire la brigade de soldats nazis qui surveillaient le camp. C'était un lieu à la fois de formation mais aussi où ils avaient leur baraquement. Et ça a été réhabilité maintenant pour faire soit du logement, soit des ateliers pour les jeunes. C'est parti, on va poursuivre la visite du camp, même si là on n'est pas encore vraiment au cœur de l'endroit où étaient les détenus, évidemment. Il y a beaucoup de groupes autour de nous, notamment là avec des drapeaux rouges, ce sont des Portugais. Il y a la Fédération internationale antifasciste et beaucoup de groupes antifascistes de toute l'Europe viennent parce que c'est un lieu où justement il y avait beaucoup de prisonniers politiques, communistes, antifascistes et qui ont été persécutés pour ça. Demain, il y a les cérémonies pour les 80 ans de la libération du camp justement. Et ce qui se passe, c'est qu'ici en Allemagne, dans la zone où on est, l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite, a fait des très gros scores. Et le projet de l'extrême droite allemande, c'est quoi? C'est en fait de raser le mémorial qu'il y a autour de ce camp pour en effacer les traces, en effacer la mémoire. Donc on voit que le projet révisionniste et négationniste est toujours en cours et je rappelle que l'AfD, c'est les alliés de qui? Du Rassemblement national en France. Là, on est devant la porte qui ouvre le camp, là où étaient internés et concentrés tous les prisonniers, prisonnières de Buchenwald. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une horloge qui est bloquée à 15h15. Pourtant, il est exactement à mon téléphone 10h36. Alors, pourquoi c'est bloqué à 15h15? Parce qu'en fait, le jour où le camp s'est libéré, et le moment où les Américains sont arrivés pour définitivement ouvrir le camp, c'était 15h15 et depuis, l'horloge est toujours restée bloquée. Chanteau, c'est le drapeau de la brigade libératrice de Buchenwald. Voilà. Et pourquoi ça, juste ces marceaux, Ce sont les bataillons qui constituaient cette brigade d'action libératrice. Il y a eu 3 bataillons qui étaient conduits par des politiques et des militaires. Donc là, on est sur la place d'Appel et en face, là, vous voyez les arbres et vous devinez les fondations des baraquements. On voit sur cette photographie ici et il ne reste plus que ce grand bâtiment qu'on voit là-bas qui a été rénové. Ici sur la place d'Appel, il faut s'imaginer que les détenus étaient appelés le matin avant de partir au travail, mais aussi le soir. Y compris les blessés et les mourants, ils étaient obligés de venir et ça pouvait durer des heures puisqu'on comptait des dizaines de milliers de personnes qui devaient rester debout 5 par 5
quoi qu'il advienne au niveau météorologique. Ici, nous sommes au moment de l'appel. Et vous voyez qu'ils se soutiennent. Il faut savoir qu'à l'appel, s'il y avait des mourants, on était obligé de soutenir les mourants de manière à ce que les comptes soient bons. Mes amis et moi-même, nous avons souhaité pouvoir y réserver un moment de recueillement en un lieu suffisamment symbolique. La déportation et son cortège de violence, de barbarie, de crimes accomplis par des gens ordinaires, mais devenus bourreaux, car au service d'une idéologie totalitaire, dominatrice, nationaliste et raciste. Rappelons-nous qu'ici, 250 000 détenus, majoritairement originaires de notre continent, y ont été emprisonnés. Parmi eux, plusieurs milliers de Français. Ils furent, comme les autres, maltraités, violentés, jour et nuit, humiliés, constamment rabaissés à l'état de stuc, chose inutile, et trop souvent délibérément assassinés. Souvenons-nous que 56 000 d'entre eux y ont trouvé la mort, dans des conditions effroyables. Là, on vient de sortir des portes du crématorium. Derrière moi, vous voyez, il y a la cheminée par laquelle s'évacue la fumée. Il y a eu une petite cérémonie, un moment très émouvant, où chacun a pu déposer une rose sur les fours du crématorium. Les déportés que j'ai pu rencontrer racontaient qu'à partir du moment où on les a rassés, où on leur a enlevé leur identité, eux-mêmes avaient du mal à comprendre qui ils étaient, comment ils étaient, ce qu'ils faisaient là. Ils étaient déboussolés. D'où l'importance de la solidarité, parce que les autres, par leur contact, par leurs paroles, par leurs actes, vous redonnez votre humanité en quelque sorte. Et le fait de raconter des histoires, même des recettes de cuisine, le fait de me faire des pièces de théâtre, le fait de chanter ensemble, le fait d'écouter de la musique, eh bien, ça vous redonne votre humanité. Le nazi, il rentre chez lui et il n'en a rien à faire de tout ça, ce qui s'est passé. Au contraire même, il pense avoir rendu service au reste du monde parce qu'il a éliminé de dangereux terroristes. Là-bas, il y avait en fait une baraque qui a été construite en 1943 et cette baraque, c'était un bordel qui était surnommé le Pouf, où il y avait 17 jeunes femmes qui ont été forcées de se prostituer. Pouvaient y venir les SS, mais aussi un certain nombre de personnes du camp à partir du moment où elles payaient ou c'était en contrepartie. Mais beaucoup de détenus ont refusé parce que tout simplement il s'agissait de prostitution et de viol en bande organisée. Donc ça montre aussi la terreur qui pouvait régner, y compris pour les femmes, ici à Buchenwald. Ici on a la reconstitution des barbelés qu'il y avait à l'époque. C'était des barbelés électrifiés, donc c'était déjà quasiment impossible à franchir. Et en plus il y avait des miradors comme celui-ci qui étaient à échelon régulier le long en fait du camp, où il y avait des sentinelles évidemment qui tiraient sur n'importe qui aurait eu envie de partir. Donc les SS, ce qu'on nous racontait, c'est que les SS laissaient les corps là des personnes qui avaient essayé qui s'étaient suicidées ou qui avaient essayé de s'évader, pour aussi donner l'exemple aux autres. Le fait qu'il y ait eu des gens très organisés politiquement a permis une résistance, y compris des personnes en tant qu'individus, plus importante que sur Auschwitz par exemple. Parce qu'une des premières questions que je me pose quand on décrit les conditions de vie, les conditions d'existence, c'est comment les gens ne se laissent pas mourir. Oui. Parce qu'on se dit, bon, on se retrouve là, on n'a aucune information,
Oui. On a le froid, la faim, la brutalisation, la torture, l'horreur. On Alors, voit des gens il y a- mourir Il y a soi-même. la foi. Oui, à la fois. La foi pour les catholiques a été Mm. extrêmement importante. Et pour les communistes, une sorte de combat. foi en quelque sorte, Oui. en un idéal On a- de partage et d'ouverture. Et c'est ça qui les a sauvés. Et la solidarité entre eux. Et c'est ça. Mais Mm. la foi des uns et des autres. Et ça, c'est ça qui C'est-à-dire permet... croire en un enchantement du monde. Voilà, Voilà. croire en lendemain, Mm. à un meilleur Croire dans le lendemain. Et pour- Donc là, on est en route pour la cérémonie qui va débuter normalement vers 15h. Donc là, c'est le moment où il y a le dépôt des gerbes. Regardez, j'ai jamais vu autant de gerbes à une cérémonie. Mais c'est normal parce que c'est un moment où il y a des gens qui viennent de partout. Donc c'est international. Donc moi, je vais en déposer une parce que j'ai 2 roses. J'ai le droit à 2 roses. Je vais en déposer une ici et on va la dédicacer spécialement à Stéphane Hessel. Vous vous souvenez, Stéphane Hessel, c'est celui qui a écrit Indignez-vous. Et ben, il est passé dans le camp de Buchenwald. Donc on va la déposer pour toutes celles et ceux qui s'indignent dans le monde. Talvez que eu morar na rua e de dormida tem noites dias sem luar de novas penas da rua. Là, on est devant un des 3 charniers dont nous a parlé Jean-Claude. En fait, c'est là où les SS, regardez, déversaient les corps des détenus. Donc il y a une rose qui est déjà là. On va mettre notre seconde ici. Nous considérons que ces statues monumentales sont véritablement expressives de ce qui s'est passé, et en particulier de la solidarité qui a été un élément dominant au sein de ce camp de concentration, mais aussi et surtout la continuité de cet esprit de résistance qui s'est concrétisé par un soulèvement qui a permis effectivement aux détenus de pouvoir se libérer, sachant que, avec un bémol cependant, sachant que ils l'ont fait parce qu'ils savaient que les armées américaines N'était pas loin. n'étaient pas loin, étaient Ouais, ouais. même très proches. Sinon, ils ne se seraient pas, compte tenu de la faiblesse de leur armement, ils ne se seraient pas lancés dans cette aventure. Sinon, parce que sinon, c'était voué à l'échec. Ouais. Et ça aurait été, c'eût été un bain de sang. Hein. Mais là, en considérant qu'effectivement, les éléments précurseurs de la 3e armée américaine, conduite par Patton, étaient à proche proximité, ils ont donné le feu vert de l'insurrection. Le 11 avril 1945, à 15h15. Là, on arrive à la fin du séjour et de la visite de Buchenwald. Derrière moi, vous avez la Grande Vallée et là, le monument devant lequel on a pris la photo de groupe. Et vraiment, ce qui a été très intéressant et émouvant, c'est de faire cette visite avec des enfants, des petits-enfants de déportés, donc qui ont tous une histoire en fait par rapport au lieu, de quelqu'un qu'ils ont connu ou qu'ils n'ont pas connu, mais dont on leur a parlé. Et souvent, quand ils parlent, par exemple, de la personne qui a été déportée, pour Jean-Claude, son père l'a été et n'est jamais revenu, mais pour Dominique, c'est, je crois, son grand-père et d'autres encore. Souvent, il n'y a pas eu de transmission orale, tellement les détenus étaient, quand ils sont revenus, étaient marqués, ou étaient, enfin voilà, n'arrivaient pas à dire l'indicible en fait. Ce qui n'empêchait pas qu'il y ait une solidarité entre ceux qui avaient vécu ça et qu'ils se revoyaient, mais c'était comme si ce moment n'appartenait qu'à eux. Et donc ce qu'il y a de particulièrement émouvant aussi, c'est de voir des enfants, des petits-enfants qui sont à la recherche des traces en fait de leurs anciens et de savoir un petit peu, d'imaginer ce qu'ils ont pu vivre ici et comment ils ont pu s'en sortir le cas échéant.